Bonjour à tous, voici notre vidéo de correction sur le peuplement dans le monde et notamment les solutions à l'augmentation de la population, et bien les fronts pionniers dans le monde. Avec cette carte que vous avez en photo maintenant, mais que vous avez évidemment, c'est la même carte de la page 305 de votre manuel. Nous allons corriger ensemble les questions de cette page et aussi le questionnaire que je vous ai donné à faire sur le cours Lumni. Bien sûr, ces documents, alors celui-ci, vous l'avez dans votre manuel, mais la correction sous format Word, vous l'aurez dans votre cahier de texte virtuel. Et bien sûr, vous aurez aussi la correction du questionnaire sur le cours Lumni de sixième dans votre cahier de texte virtuel. Alors on commence. Voici donc la correction de des questions 1 et 2, page 305. Alors, je vais lire les questions qui sont dans le manuel et on va lire les réponses que j'ai faites à partir des travaux que vous m'avez donnés. Alors, question numéro 1, où se situent les fronts pionniers agricoles? Alors, les fronts pionniers agricoles se situent à l'intérieur du tropique ou sous la zone tropicale, hein, entre le tropique nord, tropique du Cancer, et le tropique de l'hémisphère sud, le tropique du Capricorne. Décrivez et expliquez, donc je décris, j'explique toujours la démarche géographique de base, hein, qu'on soit en sixième ou si on fait des études plus tard à l'université de géographie, on décrit un phénomène et on essaie de l'expliquer. Alors décrivez et expliquez le peuplement du front pionnier d'Amazonie. Alors, le peuplement de l'Amazonie se fait par migration de population, hein. La plupart des gens qui vivent dans cette partie de l'Amazonie, aujourd'hui, ne sont pas nés là. Ils sont dans d'autres parties du Brésil ou même des pays frontaliers, hein. Il y a une frontière avec la Bolivie, et beaucoup de Boliviens vont aller travailler ou aller exploiter cet espace, même s'ils ne sont pas brésiliens. Donc, ces populations viennent d'une autre région, ce sont des migrants. Ces populations défrichent des parties de la forêt, construisent des maisons, hein. Vous avez vu une photo, alors là on n'est pas au Brésil, la photo numéro 2 elle est en Équateur, mais c'est la même idée, hein. Construisent des maisons, c'est le même paysage au Brésil, hein. Des maisons, des routes, cultivent la terre, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'élevage. Cultivent la terre avec l'agriculture et aussi font de l'élevage, hein. Tous les produits de cet espace sont exploités, notamment le bois, pour la cuisine, les meubles, par exemple. Alors, question A du groupe 2. Évidemment, il fallait le faire individuellement, donc il n'y a pas de groupe 1, groupe 2, il fallait faire toutes les questions individuellement. Où se situent les fronts pionniers énergétiques? Alors, si vous regardez la carte que je vous ai mise au début de cette vidéo et qui est présente à la page 305, eh bien, euh, les fronts pionniers énergétiques se situent surtout dans les régions froides, proches des pôles, que ce soit le pôle nord, l'Arctique ou le pôle sud, l'Antarctique. Donc, alors en Arctique, il y a l'Arctique évidemment, la Sibérie, l'Alberta, bon, et puis dans le pôle sud, la Patagonie, ou des déserts froids comme le Xinjiang ou les îles Sakhalines, qui sont russes, hein, mais qui sont en Asie et à proximité au nord du Japon, les îles Sakhalines. Alors, décrivez et expliquez le peuplement du Xinjiang et de l'Alberta. Eh bien, évidemment, même processus que pour les fronts pionniers agricoles, la même chose, hein. Donc, migration, installation, je n'ai pas fait de phrase, mais ce sont les mêmes idées, hein, migration, installation. Et là, il y a ensuite, bien sûr, exploitation, non pas de l'agriculture. On ne peut pas faire d'agriculture quand il y a 6 mois, 8 mois de gel par an, hein, en tout cas pas à l'extérieur. Donc, l'agriculture et l'élevage, les bêtes aussi ont besoin de chaleur. Vivre dans le froid toute l'année, la nuit et le jour, c'est pas très bon euh, pour leur santé, en tout cas. Donc, exploitation des ressources locales. Ici, les hydrocarbures. Je vous rappelle un mot de vocabulaire qu'on a appris au début de l'année, hein.
ce que sont que les hydrocarbures, c'est-à-dire c'est le pétrole et le gaz naturel, et ou des minerais particuliers. Alors, moi j'ai proposé un texte, alors là, il fallait faire une petite rédaction, oui, cinq six lignes, c'était bien, cinq six lignes, c'est bien. J'ai eu des textes de 3 lignes, c'était pas assez. Et des textes de 10 lignes, c'était beaucoup pour décrire, en fait, pour présenter vos réponses aux autres groupes et rédiger surtout quelques lignes sur le peuplement des fronts pionniers. Donc, entre 5 et 10 lignes, c'est bon. Alors, bon, voilà, le texte en deux parties, évidemment, hein. La première partie, le premier paragraphe, on aurait pu parler des fronts pionniers agricoles. Et le deuxième paragraphe, on aurait pu parler des fronts pionniers énergétiques. Alors, trois grandes idées à développer selon vos mots, hein. Mais si vous avez déposé ces trois grandes idées, c'est bon. La population vient d'ailleurs. Ce sont surtout des jeunes hommes et femmes, eh oui, qui vont exploiter les ressources locales. C'est pas pour la retraite, c'est pas pour le tourisme que l'on va dans un front pionnier, hein. C'est vraiment pour travailler. Donc, souvent, des hommes ou des femmes jeunes ou des familles, hein, avec enfants qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'avoir un travail. Et donc, ben, pourquoi pas aller là-bas? C'est mieux payé, comme je vous l'ai dit en cours Zoom, hein, souvent mieux payé que dans les villes très demandées, puisque peu de gens veulent y aller, hein. Il y a quand même des risques. On est isolé de tout, hein. Il n'y a pas le supermarché à côté, hein. C'est une vie très différente de la vie en ville, hein, peut-être plus rustique, plus dure, si on va vers le froid, vers le nord, hein. Donc, ce sont des jeunes gens plutôt qui en veulent et qui veulent réussir dans la vie. Ils habitent souvent dans des maisons individuelles, hein, dans de nouvelles petites villes, hein. C'est le cas de Fort McMurray, en Alberta, au Canada, par exemple. Ou Rondônia. Alors Rondônia, c'est voilà, les petites Rondônia au Brésil, ou Ariquemes, Porto Velho, alors Port-Vieux, mais il n'est pas très vieux, parce que c'est des petites villes, des nouvelles, ou des petites villes à la population croissante, hein, qui augmente quand même très vite en population, bien sûr. Ils accueillent des nombreux migrants qui viennent travailler dans cet espace-là. Et alors, donc, ils habitent des maisons ou des exploitations agricoles autour d'espaces déboisés. Ça, c'est pour les fronts pionniers agricoles. Tout cela donc construit des paysages particuliers, originaux, où l'on observe que l'implantation humaine est récente, hein. Voilà, parce qu'on voit que la forêt est défrichée depuis pas longtemps, où les maisons sont toutes neuves et toutes pareilles, et il y a d'autres installations toutes récentes. On voit que l'occupation humaine est très récente, elle date de quelques dizaines ou même trentaines d'années. Et on voit aussi l'augmentation de la population avec des nouvelles maisons, des nouvelles installations qui arrivent, des nouvelles routes encore meilleures, encore plus grandes, euh, pour la satisfaction des populations qui viennent s'installer là. Voilà, en complément des fronts pionniers agricoles, du travail qu'on avait fait sur le Brésil, je vous proposerai et je vous donnerai ce diaporama qui est très bien fait, hein. Je l'ai stocké et je vous le donnerai sur le cours de mercredi sur en fait un front pionnier en Amérique latine, notamment au Brésil, c'est un front pionnier surtout agricole. Alors là où on voit justement le déplacement des populations, c'est la flèche verte, hein, des États très peuplés, hein, où c'est en rouge ou en orange, hein. Donc une densité de population de plus de 100 habitants au kilomètre carré, c'est pas mal. C'est une densité moyenne à forte. Et donc on voit que le déplacement des populations, hein, ils vont faire plus de 2000 km, c'est très très loin, hein, parce qu'on a l'échelle. Oui, elle est en bas, hein. Bien sûr, c'est la carte du Brésil, hein. Voilà, ils vont faire plus de oui, 2000, 3000, 4000 km, hein, pour aller au état du Pará ou à Rondônia, qui est là, hein, la frontière avec la Bolivie, par exemple. C'est la photo, c'est la carte, la carte numéro un, le document numéro un qu'on avait, page 304, hein. Donc, où il y a très peu de population, moins de 5 habitants au kilomètre carré, c'est vrai qu'il y a très très c'est très très peu habité. Donc, ce développement est là, et on voit évidemment, alors, avec les cartes, développement, l'augmentation de la population, évidemment, dans ces régions-là, dans l'Amazonie brésilienne. Hop, voilà, dans l'Amazonie brésilienne, on voit, évidemment, ce serait bien d'avoir le titre du document, sinon vous ne comprenez pas, l'évolution de la population amazonienne, et qui est passée de 1960 à 5,6 millions d'habitants, à aujourd'hui, enfin aujourd'hui en 2010, hein, 27 millions, on est à plus de 30 millions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 8 en moins de 50 ans, hein. C'est énorme. Voilà, là on parle c'est un petit enfant qui a suivi un petit enfant de 11 ans, hein, ben, de votre âge, qui a suivi sa famille pour s'installer dans ces fronts pionniers. Alors vous voyez les images, alors le fleuve qui est là, peut-être l'Amazone évidemment, peut-être,
Et puis tout ce qui est en gris, l'implantation humaine, hein. Alors, vous voyez, ça se fait par des traits longitudinaux, c'est-à-dire qu'on met les maisons ici, par exemple, ça c'est la grande rue, et les maisons sont autour de la grande rue, et puis après il y a d'autres maisons qui vont s'implanter de manière parallèle ou perpendiculaire à la grande route. Voilà, ça c'était voilà, la forêt qui est là, et on voit, alors il y a une, voilà, parcelle défrichée, je voulais voir, voilà, il y a plusieurs façons. Voilà, et cette parcelle défrichée se caractérise comme cela. L'ancienne forêt, la forêt primaire qui est toujours là, et puis la parcelle défrichée, on le voit, il y a encore les troncs d'arbres qui restent, et puis d'autres arbres qui ont poussé après, mais des arbres de la forêt secondaire, c'est pas forcément les mêmes espèces, et puis c'est peut-être l'homme qui a planté les graines, tout simplement, donc c'est pas forcément naturel. Il y a les palmiers, donc les palmiers dattiers peut-être, et d'autres arbres fruitiers peut-être, hein, ou des avocatiers, ou d'autres ou des bananiers. Alors oui, des bananiers ça. Pour la consommation personnelle de la personne qui habite ou de la famille qui habite là. Vous voyez, un peu d'eau, un puits d'eau, évidemment, c'est important parce qu'il n'y a pas l'eau courante. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de panneau électrique normalement. Donc, et puis vous voyez, à quoi sert la parcelle qui a été défrichée? Eh bien, elle le sert à l'élevage. Donc, c'est un pâturage, un pré qui sert, vous voyez, alors il y a des vaches hein, par là, hop, les vaches blanches, c'est des vaches à viande, ça, hein, donc c'est pour la viande, hein, et qui broutent dans cette parcelle-là qui est défrichée. Donc ça sert à l'élevage. Voilà. Voilà, vous avez un croquis si vous vous amusez, il y a les réponses à côté. Pour la, il y avait une photo d'élevage avec tous les troupeaux, hein, une sorte de cow-boy d'Amérique du Sud, hein, qui va avec son troupeau dans les parcelles défrichées de l'ancienne forêt amazonienne. Donc ça, vous regarderez ensemble, hein, vous regarderez à la maison ce dossier-là avec une très belle petite histoire sur l'histoire de petit Brésilien, donc de 11 ans, qui suit sa famille en forêt et qui va s'implanter dans ce front pionnier agricole. Et la vie, bah, il va vous raconter la vie de ce front pionnier agricole avec des cartes et des photographies. Alors, nouveau partage d'écran, voilà donc le cours qui dure 29 minutes sur la répartition de la population mondiale. Il est très bien fait, donc j'ai décidé qu'on travaille sur ce cours-là pour que vous le compreniez, pour voir si vous m'assurez que vous l'avez visionné, que vous l'avez visionné et que vous l'ayez compris. On a fait un petit questionnaire ensemble, vous l'avez rendu, c'est bien. Donc ceux qui ne l'ont pas encore rendu, arrêtez la vidéo ici et regardez. Je vous ai mis le lien hein, dans votre cahier de texte de cette vidéo-là. C'est les cours Lumni, hein, c'est toujours très bien fait. Donc, vous arrêtez là et vous faites le questionnaire, les 16 questions que je vais vous donner dans le cahier de texte. Et puis après, vous reprenez la correction après. Ceux qui m'ont rendu la correction, vous pouvez continuer tout de suite. On va corriger ensemble avec vos travaux, hein. Je vais m'appuyer sur le questionnaire que j'ai reçu pour corriger ensemble le questionnaire sur le cours Lumni. Voilà. Et bien voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc une réponse d'un de vos camarades. Donc comment voit-on que Times Square est très peuplé? C'est la photo qu'il y avait derrière les intervenants dans ce cours-là. Alors on voit que, alors attention en majuscule, hein, j'ai pas corrigé, on va peut-être corriger ensemble. On voit que Times Square, alors comme c'est un nom de quartier ou une partie de la ville, on met une majuscule aussi. Donc on voit que Times Square, par la présence de nombreux, est très peuplé. Il faut mettre la phrase, hein, les enfants, est très peuplé. Alors, parce que ou par la présence, voilà, pourquoi par la présence de nombreux hommes et femmes, d'accord, oui, c'est vrai, et de nombreux immeubles qui indiquent que de l'habitation, qui indiquent de l'habitation, oui, voilà. Et de nombreux, on peut dire, et de nombreux immeubles, et il y a des immeubles, il y a des centres commerciaux, mais les immeubles, c'est pas seulement les habitations, hein, c'est aussi les commerces, c'est aussi des lieux de divertissement, hein, il y a des théâtres, des cinémas, des lieux de jeux vidéo là, qu'on fait en ligne ou qu'on fait ensemble dans le même espace. Donc, ce sont des lieux qui, pour habiter, pour travailler aussi, bien sûr, pour acheter, pour consommer, les lieux de commerce, et pour se divertir, les cinémas, les théâtres, par exemple. Bah, si vous allez à Times Square, vous voyez, il y aura de ça, il y aura beaucoup d'activités très différentes que je viens de résumer. Comment se nomme une carte qui représente le monde? Oui, un
Alors c'est masculin. On dit une sphère, mais on dit un planisphère. Et avec PH, hein. Merci de respecter le vocabulaire. J'ai vu beaucoup de fautes d'orthographe. Attention, ce sont des mots quand même de vocabulaire qu'il faut dominer à la fin de la sixième. Quel est le mode d'emploi d'une carte? Oui, la légende, exactement. C'est ce que dit l'intervenant, tout à fait. Ça permet de comprendre ce qu'il y a sur la carte. Donc, toujours se référer à la légende en premier, hein, quand on a une carte en géographie ou dans d'autres matières. Combien y a-t-il d'informations dans la légende de la carte? Oui, il y a 3 types d'informations. Je ne demandais pas de le détailler. Sur quel continent vit la moitié de la population dans le monde? Alors, l'Asie, oui, et l'Europe. Bon, votre camarade a détaillé, hein, c'est l'Asie orientale et l'Asie du Sud et l'Europe. Moi, je dirais l'Asie et l'Europe. Qu'est-ce qu'une répartition homogène de la population? C'est une répartition qui consiste à ne laisser aucun désert, oui, mais déserts pas végétaux, hein, déserts humains, ou des vides humains, comme vous voulez, hein, des endroits où il n'y a pas d'habitants ou très peu d'habitants. Quel indicateur nous permet de connaître l'importance d'une population dans un espace donné? Ah, alors, pardon, j'en ai oublié une. Quel est le contraire d'une répartition homogène? C'est une répartition inégale de la population. Oui, d'accord. Alors, quel indicateur nous permet, alors il n'a pas répondu, quel indicateur nous permet de connaître l'importance d'une population dans un espace donné? Alors, c'est la densité de population. Un mot que l'on a vu au début de l'année. Je ne répéterai pas. Alors, je le mets, pourquoi je le mets en majuscule? Je le mets comme ça. Densité, mais je vais le mettre en vert. Parce que c'est un mot de vocabulaire qu'on a vu au début de l'année. Vous vous référez à votre cours, hein, pour avoir la définition de ce mot-là. Densité, c'est quelque chose de très important à comprendre, hein. C'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Alors, vous avez, si vous voulez mieux comprendre la notion de densité, alors c'est très bien expliqué dans le cours Lumni justement, mais vous avez votre manuel aussi. Et dans votre manuel, vous pouvez prendre la page 310 de l'exercice numéro 5, comprendre la densité. On prend l'exemple de la densité de population en Australie, c'est-à-dire 3 habitants au kilomètre carré, et l'exemple de la densité de population au Brésil, qui est de plus de 20 habitants au kilomètre carré en général. Donc, page 310, exercice 10. Question numéro 9. Comment peut être qualifiée par un adjectif la répartition de la population mondiale? Alors on le voit, hein, c'est une répartition même inégale. C'est l'adjectif inégal, c'est ce que je voulais. Et on aurait pu ajouter un adverbe, hein, pour encore plus préciser, une répartition très inégale. Très étant l'adverbe. Alors je continue avec notre devoir parce que ce devoir-là est incomplet. Je l'ai dit à l'élève, j'espère qu'il a recommencé le, il a continué, il a complété cette fiche après un bon message. Voici donc la suite et la fin de ce questionnaire. Donc, est-ce qu'Athènes est un endroit très peuplé? Bah oui, hein, vous le voyez sur la photo aérienne qu'il y a dans le cours. Comment peut-on l'expliquer? Alors, par l'histoire, hein, ça fait plus de 2500 ans, hein, donc 25 siècles, que cette colline et cet endroit sont habités. Et habités par la cité d'Athènes. Alors, on peut expliquer parce que c'est un climat, parce qu'il y a des mines à côté, voilà. Mais c'est l'histoire surtout qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, cet endroit est peuplé parce qu'il est peuplé depuis très très longtemps. Quels autres facteurs peuvent expliquer les grands foyers de population? Alors, d'après la vidéo, il y a le cadre de vie, c'est-à-dire le paysage, une combinaison, pardon, de, de paysage, d'un climat favorable. Et puis, évidemment, le facteur économique aussi, hein, si c'est une ville dynamique, prospère, ou même les fronts pionniers, hein, on peut dire, ce sont des petites villes qui attirent parce qu'on trouve de l'or, de l'argent, des hydrocarbures dont le prix peut être très élevé une année et puis moins élevé les autres années, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose d'encore très recherché. Eh bien, ça peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de gens dans cet espace-là. Alors, à l'inverse, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les déserts humains? Je mets toujours désert entre guillemets parce que bon, c'est pas un désert de paysage, pas forcément un paysage désertique, mais en tout cas, c'est un paysage où il n'y a pas d'être humain. Donc, il y a l'altitude, le relief, la pente, l'aridité, la chaleur et aussi une végétation, trop de végétation. Il y a pas, il y a beaucoup, il y a peu d'humains et pas assez de végétation aussi. Il n'y a pas d'humains. Vous voyez, c'est un juste milieu à trouver pour l'occupation humaine, hein.
Donc une végétation luxuriante, entre guillemets, c'est-à-dire une végétation très dense. Citer un exemple d'exception qui confirme la règle, eh bien la ville de La Paz, en Bolivie, évidemment. Comment expliquer le développement de cette ville? Les littoraux qui sont autour de La Paz, hein, à quelques centaines de kilomètres, sont tous soit infectés de moustiques. Il y a aussi l'humidité, il y a la forêt amazonienne. Si vous descendez de 1000 ou 2000 mètres, vous êtes en plein dans la forêt dense, dans une végétation luxuriante, avec les moustiques, avec les serpents, avec euh, tout cela qui n'empêche pas la vie de l'être humain, pas du tout, mais qui limite quand même son installation à long terme. Dans quels espaces se concentre la population? Eh bien, près des littoraux et dans les villes. On le sait, hein, 80%, c'est-à-dire 8 êtres humains sur 10 habitent dans une ville, d'accord? Et presque un être humain sur 5 habite à moins de 50 kilomètres d'un littoral, d'une mer ou d'un océan. C'est beaucoup aussi. Comment appelle-t-on une information supposée être exacte dans le futur? Eh bien, ça s'appelle la prospective ou la prospection. Les deux me valent. Quels sont les continents qui vont augmenter leur population? Ben, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, presque tous les continents. Mais il y a un continent qui n'augmente pas, mais qui diminue. Donc, quels sont les continents? Il n'y en avait qu'un, hein, c'est l'Europe. Et puis, quel est le continent où la population augmente le plus? C'est l'Afrique. La population va doubler en 50 ans. C'est énorme. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Eh, par des progrès alimentaires, on l'avait vu hein, en cours Zoom, hein, et l'hygiène aussi, hein, très important, l'invention de la baignoire, les bains d'eau de mer, mais aussi de l'eau avec de l'eau douce. Hein. On va se baigner alors que 400-500 ans, l'eau n'est pas est considérée comme un vecteur de maladie plutôt, et pas comme un vecteur d'hygiène. Et on se baigne moins et donc on est porteur de beaucoup de virus ou de bactéries sur soi. Et puis, donc sanitaire aussi, avec l'invention des vaccins, par exemple, ou des médicaments chimiques ces derniers siècles, c'est-à-dire les 2 derniers siècles environ. Comment appelle-t-on donc les romans, j'espère que vous l'avez lu ou vous en lirez au collège, les romans de Jules Verne, les romans alors, les romans de science-fiction, qui voient aussi la fiction, le futur comme, avec l'œil de la science, hein. Mais comment nomme-t-on les romans qui pensent le futur, qui pensent que ça va être comme cela? Ce sont des romans d'anticipation, comme les romans évidemment de Jules Verne, le papa un peu de la science-fiction moderne. Je pense que vous avez lu d'autres romans de science-fiction et que vous en lirez, en tout cas au collège. Merci de votre attention et puis on se retrouve en cours Zoom dans cette continuité pédagogique euh, qui continue. Voilà. Allez, à très bientôt.